améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On croit encore que l'automne va venir. Qu'est-ce que je raconte? Le printemps, mon Dieu. Le printemps. Tout est comme confus dans mon esprit, là. Alice, stagiaire ici, la semaine passée, tu portais le chapeau de chroniqueuse mode. Ouais. Aujourd'hui, on va direct dans la musique, là. Tu nous apportes un peu de punch lundi. Ouais, hein? Je vous parle de 3 artistes qui ont sorti des albums dans les dernières semaines. Là. OK. Qui ont eu beaucoup d'impact. Donc, 3 gros artistes. Là, je commence avec Billie Eilish. Je sais pas si tu la connais. Non. Non, c'est une jeune. Elle a seulement 17 ans, faut dire. 17 ans, beaucoup de succès. Elle a sorti son premier album l'année dernière, qui s'appelait Don't Smile at Me. Puis là, elle vient de sortir son deuxième album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Elle a sorti ça la semaine dernière. Puis, comme on peut voir sur l'image, c'est un album assez... Elle est un petit peu extra, là. Elle aime beaucoup faire peur là, dans ses vidéoclips. Des fois, il y a des araignées qui lui sortent de la bouche. D'autres fois, la dernière fois, elle pleurait des larmes noires. Tu sais, elle a fait beaucoup de choses. Puis elle aime faire peur, OK? Puis, c'est quel genre de musique elle fait? Elle n'a pas vraiment un style. C'est ça qui est spécial avec elle. C'est que ses musiques sont... Son frère fait sa musique, OK? Son frère produit sa musique. D'accord. Il fait des beats très, très différents. Là. Pendant 1 minute, ça peut être quelque chose qui se ressemble, après ça, on change complètement de style. Là. Donc, c'est nouveau, ça? Ouais. OK. Puis, là, elle vient de sortir Don't Smile at Me. Puis, tout le monde capote. Tout le monde l'adore. Elle a une voix très, très spéciale, une voix d'ange, là, on dirait. Elle n'a pas un gros belting voice, une voix forte. Elle a plus une petite voix très, très douce. OK. Mais qui peut faire extrêmement de choses. Son registre peut aller super bas et super haut, là. Donc, très talentueuse. C'est un très bon atout. Mais surtout, qu'est-ce qui est spécial avec elle, c'est les paroles qu'elle va écrire. Elle est vraiment, vraiment une bonne écrivaine. Là. Elle est vraiment... Elle aborde des sujets un peu difficiles, par exemple. Dans son premier album, Don't Smile at Me, elle nous parlait... Il y a une chanson, par exemple, elle nous parlait de elle qui tue ses amis. Puis là, elle nous parlait de tout le fonctionnement de comme, elle cache les corps à telle place, elle fait ci, elle fait ça. Donc, c'est très spécial. Elle ne le met pas en œuvre, mais elle le met en œuvre en musique. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle est un peu spéciale. Puis là, dans son album dont je vous parle aujourd'hui, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? OK. Moi, j'ai environ comme 5 coups de cœur dans cet album-là. Wish You Were Gay, c'est une de ses chansons. Puis, elle met de l'avant la communauté LGBT. Ça, c'est très intéressant. Donc, elle s'adresse à quelqu'un dans cette chanson-là, lui disant que son plus grand rêve, c'est que cette personne-là soit gay. Okay. Pour qu'elle puisse être avec elle, parce que la jeune femme de 17 ans, je crois qu'elle est gay, mais on le sait pas encore. C'est pas tellement clair, là. Je crois qu'elle est peut-être bi aussi, donc elle n'est pas très claire là-dessus non plus. D'accord. Puis, c'est ça, là, elle s'adresse à quelqu'un, donc ça, c'est très le fun. Les gens ont beaucoup aimé qu'elle montre cette facette-là de notre société, donc ça a été très apprécié. Ensuite, All the Good Girls Go to Hell. Donc, d'habitude, c'est The Bad Girls Go to Hell. So là, c'est comme les bonnes filles s'en vont en enfer parce que Dieu lui-même a ses ennemis. Donc, vous voyez qu'elle est beaucoup dans son monde, cette jeune femme-là, mais elle est très talentueuse. Ensuite, elle a la chanson aussi Listen Before I Go. Okay. Dans le fond, on commence l'album, il y a une intro, puis on finit avec Listen Before I Go et Goodbye. Dans ces chansons-là, c'est comme si elle expliquait qu'elle allait se suicider, qu'elle allait partir, mais clairement, elle nous l'a confirmé que c'était pas ça. C'est vraiment, quand elle rentre dans sa musique, bref, elle est dans un autre monde. Okay. C'est elle, mais c'est pas elle à la fois. C'est pas des actions qu'elle veut faire, comme la chanson où est-ce qu'elle explique qu'elle va tuer ses amis. Ouais, c'est ça. Elle fait juste expérimenter des choses et son imagination est extrêmement vaste. Super. Donc, c'est ça. Ouais. Alors, on va aller avec Offset directement parce que ça m'intéresse. Il nous reste 1 minute et 45 secondes. Fait qu'il faut qu'on y aille, là. Offset, lui, c'est... dont je voulais parler aujourd'hui, qui est un membre de Migos. De Migos? Oui. Puis, il fait son premier album. C'est
nouveau, oui. Oui, c'est tout nouveau, on s'en attendait pas. Et surtout, on voit une autre facette de Migos cette fois-ci. Beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus... il parle de lui, là. La paternité, peut-être, oui, la changé. paternité. Il y a 4 enfants, Offset, 4 enfants de différentes mères, dont Culture, qui est sa plus jeune, sa petite fille. Puis celle-là, il l'a eu avec Cardi B, qui est sa femme aujourd'hui. On peut les voir là, sur l'image, ces 4 enfants avec lui. Là. Donc, on voit les 4 enfants. Puis, le nom de l'album, c'est Father of Four. C'est vraiment une lettre pour ses enfants, une lettre ouverte pour ses enfants, mais aussi à sa mère, parce qu'il parle de le rôle d'une mère, puis aussi de son rôle de père qui, peut-être selon lui, a échoué, puisqu'il a eu ses enfants très jeunes. Il n'a pas été très présent avec ses enfants, puisqu'il était avec le groupe Migos, qui a eu énormément de succès dans les dernières années. Puis ses enfants ont aux alentours de 6-4 ans. Là. Donc, c'est vraiment dans les dernières années là, qu'il a eu ses enfants, en même temps qu'il a eu son boom de carrière. Donc, le timing n'était pas trop bon. Aussi, c'est avec des mères différentes. 20 secondes, on peut y aller. Ouais. Bref, il nous explique vraiment, c'est une lettre ouverte. Donc, c'est 2 albums à regarder, Billie Eilish et Offset. Merci beaucoup. Est-ce que tu as pensé à la prochaine chronique? Pas encore? Pas encore, on va voir. Je vous réserve quelque chose d'intéressant, probablement encore dans les arts. J'aime beaucoup ça. D'accord, merci. On se voit la semaine prochaine alors. Oui. Alors vous, je vous demande de rester avec moi parce que juste après la pause, on va parler d'un événement féminin tant attendu ici à Ottawa. Regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tout est secondaire, alors c'est pas des couleurs criantes. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Chez TV Rogers, nous savons que le bénévolat est l'un des facteurs clés qui élèvent nos collectivités. C'est pourquoi nous tenons à remercier nos nombreux bénévoles qui, par leur temps et leur talent, contribuent à élever la qualité de notre programmation communautaire. Quand des bénévoles unissent leurs efforts, le ciel est la seule limite à ce qu'ils peuvent accomplir. De nous tous ici chez TV Rogers, merci et bonne semaine de l'Action bénévole. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À la prochaine émission, je rencontre Alexandra Ferline, une entrepreneure qui a utilisé le web pour se faire une fortune. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La soirée Saphir s'en vient pour le mois de mai. C'est déjà là, à nos portes là. Et puis on en parle avec l'agent de projet et le directeur général de la Fondation franco-ontarienne. Et bonjour. Déjà, je vais commencer avec la Fondation, avec le directeur, puisqu'on est avec lui aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites dans la région? La Fondation existe depuis 1986. Elle œuvre à faire fleurir la collectivité francophone de l'Ontario. Elle participe à la collecte de fonds, à la philanthropie de la francophonie ontarienne. Et depuis plus de 50 ans, elle a fait bénéficier à la collectivité francophone plus de 2,8 millions de dollars. Donc, elle a actuellement un fonds de dotation de près de 2,8 millions qu'elle espère augmenter à 7 millions de dollars d'ici 2022. Donc, étant un porte-étendard de la francophonie ontarienne, je pense que la Fondation a sa place et elle est contente d'être ici ce matin. Et puis, ça fait combien de temps que vous organisez la soirée Saphir? Donc, c'est un événement qui tient à sa 5e édition pour cette année. Donc, cette année, on a un regard vers l'avenir qui va être une soirée qui va avoir lieu le samedi 11 mai. Donc, c'est juste avant la fête des mères. Donc, c'est vraiment pour donner un petit clin d'œil tout simplement aux femmes. Donc, ça va être le samedi 11 mai, comme qui a été dit, au pavillon Excentricité de la Cité, dès 17h30. Donc, c'est vraiment un événement qui vient souligner l'engagement des femmes dans la communauté franco-ontarienne.
Donc, à chaque année, on essaye d'avoir une thématique différente. Donc, comme on peut voir ici, c'est notre affiche qui vient souligner le tout. Okay. On met en fait 4 catégories, dont professionnel, jeunesse, la personnalité féminine de l'année et l'engagement communautaire. Okay. Donc, il y a une femme dans chaque catégorie qui sont reconnues dans les catégories que je viens d'énumérer. Et dans le fond, elles reçoivent en fait cette reconnaissance pour pouvoir faire perdurer, vraiment mettre tout ce qu'il y a de possible dans leur quotidien à faire vraiment fleurir la francophonie. Puis le clou de la soirée, c'est vraiment de faire tirer un joyau saphir. Ah oui, ça là, on peut le dire. Un vrai saphir. Un vrai saphir. Donc, la soirée saphir, c'est pour pouvoir mettre on mentionne les femmes, c'est important. Donc, c'est pas toujours reconnu, en fait, le travail qui est fait dans l'ombre. Okay. Donc, on vient pouvoir le mettre de l'avant, puis donner ce clin d'œil-là aux femmes de notre communauté. C'est très important. Ce clin d'œil-là, je le prends personnel parce que c'est le jour de ma fête que vous faites cette soirée-là. Alors, pour les différentes catégories que vous avez énumérées, oui. Je vous dis déjà, je suis sûre que vous le savez, là, vous allez avoir du fil à retordre parce que l'année précédente, il y a eu tellement de remue-ménage dans la francophonie que plein de personnes se sont démarquées. Oui. Ça fait beaucoup de stress pour vous, là? Pour les choix? C'est sûr qu'il y a eu une période de mise en candidature qui a pris fin le 17 mars de mémoire. Okay. Donc, les candidatures ont déjà été remises et la liste des finalistes est également sortie, donc que ce soit sur nos divers médias, notre site web, Facebook. Donc, on peut tout retrouver également. Vous pouvez voir, il y a 4 noms par catégorie qui ont été sélectionnés par d'anciennes participantes, justement des personnes qui ont gagné dans les années précédentes. Oui. Fait que des personnes qui ont déjà eu des prix, est-ce qu'elles peuvent... parce que c'est pas elles qui décident de déposer une candidature, c'est quelqu'un qui soumet une candidature pour elle. Est-ce qu'il y a des noms qui sont revenus cette année encore? Oui, il y a des noms qui sont revenus. Donc, c'est vraiment les amis, les collègues, la famille qui soumettent les candidatures. Puis, des fois, c'est vraiment une surprise pour ces dames. Donc, on leur envoie un courriel, puis ensuite, on les a au téléphone. Elles sont estomaquées de pouvoir voir qu'elles sont... que quelqu'un a pensé à elles. Mais vous voyez, justement, c'est qu'il y a quelqu'un qui voit le travail qui est fait. C'est ça, ouais. C'est très important. Mais il y a eu beaucoup de monde, effectivement. Les candidatures ont été beaucoup plus nombreuses cette année. Ouais. C'est ce que ça nous a pris un peu par surprise. Mais effectivement, la vague de francophonie, de sensibilisation de la francophonie est toujours en place, alors on en profite. Et puis, la soirée typique, là, c'est qu'est-ce qui se passe, en fait? On arrive, c'est un dîner gala, tout le monde est bien chic, habillé. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, durant cette soirée? Donc, la soirée Saphir, en arrivant, donc, les femmes sont bien mises, on dit, déjà. Sur le 31. Je reconnais déjà Najat qu'on voit à l'écran. Oui, donc ça, c'était l'édition de l'année passée. C'était pour mettre la diversité de l'avant. Puis, elles arrivent, en fait, puis il y a un cocktail. Très souvent, il y a une peintre pendant ce moment. Donc, les femmes ont le temps de pouvoir discuter. Donc, c'est des femmes de tout horizon. Ça permet de pouvoir avoir cette convivialité, de pouvoir juste échanger des idées, tout simplement. Ensuite, il y a cette opportunité de pouvoir prendre des photos également, un photo booth, tout simplement. Ou sinon, d'autres petites choses, des petits détails. Pendant la soirée, donc, il y a plusieurs services avec un traiteur. Donc, diverses activités, des reconnaissances, des vidéos. Donc, cette année, on va pouvoir avoir l'opportunité d'avoir comme maître de cérémonie Marie-France Lalonde, puis diverses autres personnalités également. Donc, Huguette Labelle qui va interviewer justement José Forêt-Liessing, la nouvelle sénatrice qui sera présente aussi à la soirée. Oui, elle a été nommée au mois d'octobre. Alors, on a eu une belle rencontre il n'y a pas très longtemps et ce sera une très belle personnalité à avoir à la soirée Saphir. Les dames vont en profiter. C'est vraiment une soirée par les femmes et pour les femmes. Parce que j'ai vu un peu les photos de l'année précédente, c'était vraiment les femmes qui étaient à l'honneur. Oui, je pense qu'il y avait des hommes, mais on les comptait comme sur les bouts. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Ils sont cachés. Ils sont cachés parce que franchement... Et puis, je pense que c'est une très belle opportunité même de pouvoir le faire à l'Excentrice parce que c'est un espace magnifique. Hein? Oui. C'est un espace magnifique. Et c'est assez grand. Vous attendez à combien de personnes déjà? C'est sûr que comme 200 personnes, 200 femmes, donc il y a déjà eu des années, c'était avec guichet fermé tout simplement. Puis avec la vente de billets présentement, c'est
très chaud. Donc, on peut sentir, on le voit tout simplement, le décompte. Les gens sont très intéressés de venir... De se procurer un billet, tout simplement. Donc, à l'excentricité, c'est vraiment, ça donne le lien avec notre regard vers l'avenir. Donc, dernier temps, qu'est-ce qui s'est passé dans la francophonie, tout simplement. Donc, on veut vraiment mettre l'emphase là-dessus, puis aller de l'avant, tout simplement. Alors, pour les tickets? Pour les tickets, oui. Donc, on peut trouver le tout sur notre site Internet, donc www.fondationfranco.ca/Saphir. Donc, il y a aussi le lien à partir de notre page Facebook. Il y a un événement qui est créé pour la soirée Saphir. Donc, le Facebook, c'est juste Fondation Franco-Ontarienne. On peut le trouver facilement. Oui, sans problème. Vous pouvez procurer. Oui. Donc, procurer les billets à partir de ces liens-là, ça va vous rediriger tout simplement. C'est un coût de 145 $ par billet qui permet aussi d'avoir un coupon de tirage pour le bijou Saphir directement. Quand même. D'accord. Tout le monde, dès que tu achètes ton billet, là, tu cours pour avoir le bijou. Là. Exactement. Merci beaucoup d'être passé nous informer et puis on vous souhaite une excellente soirée. Ça s'en vient pour le 11 mai, le jour de la fête. Fait que bonne chance à vous. Alors, pour vous à la maison, si vous êtes intéressés, les billets partent comme des petits pains, comme vous venez de l'entendre. www.fondationfranco-ontarienne.ca. C'est le site web que vous devez visiter pour avoir vos tickets pour ce 11 mai. Après la pause, on va découvrir une artiste peintre qui va nous faire découvrir la peinture encaustique. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. D'être en bon état avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris en super Nantes pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers avec moi. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la peinture encaustique, on va la découvrir avec cet artiste extraordinaire qui fait des... J'ai vu les photos là, on va les montrer plus tard, mais juste pour commencer, tout le monde, l'art c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Pourquoi vous êtes allé vers la peinture déjà? Qu'est-ce qui vous a allumé? La peinture. Pourquoi la peinture? Pourquoi la peinture encaustique? Ça faisait déjà plusieurs années que je peignais. J'aimais peindre plein air. Alors, la peinture encaustique, j'ai vu une peinture d'un grand artiste encaustique, un Canadien, Tony Sherman. Puis sa peinture m'a ébloui. Puis je me suis dit... Ça a été le déclic. C'est ça qui m'a fait choisir l'encaustique. Ça fait combien de temps que vous faites la peinture encaustique? Environ 5 ans. Environ 5 ans? Oui. Dès que vous êtes lancé dedans, est-ce que vous avez pris des cours? Parce que c'est assez différent des autres peintures qu'on peut voir. Hein. C'est assez spécial. Oui. Non, j'ai pas pris de cours. J'ai plutôt acheté des livres, un peu de YouTube, puis j'ai juste découvert par moi-même. C'était par expérience. Puis de ce qu'on a pu se dire, vous aimez bien peindre les paysages. Pourquoi la nature?
Comme de fait, comme j'ai dit, j'ai fait plusieurs années de peinture à l'extérieur. Quand j'ai commencé avec l'acoustique, comme des raisons, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde ce que les autres font. Et c'était beaucoup de collage et d'intégrer des différents matériaux. Mais je revenais toujours à ce que j'aimais, c'était les peintures, la nature, à l'extérieur. Alors, j'ai commencé à faire les peintures paysages, puis c'est ça que j'aime faire. Puis la peinture en caustique, là, pour pouvoir faire de la peinture en caustique, il faut avoir un élément assez spécial, hein? Bien, c'est la cire d'abeille, comme de raison. Ça m'a tout de suite étonnée. J'étais comme, oh, wow! Je savais pas que ça s'utilisait déjà pour des peintures. Oui. Puis vous l'achetez, la peinture, la cire d'abeille ou... Oui, on achète un produit en caustique, c'est de la cire, c'est en graines. OK. Puis c'est de la cire d'abeille mélangée avec une résine. La résine, c'est pour durcir la cire d'abeille. D'accord. Et après ça, on ajoute les pigments, les mêmes genres de pigments qu'on retrouverait dans les peintures à l'huile puis l'acrylique. C'est à nous de choisir, en fait. Bien, j'ai acheté les pigments, puis je mélange mes pigments pour faire mes couleurs. D'accord. Quand vous avez une toile devant vous, quand vous commencez à peindre, qu'est-ce qui se passe déjà dans votre esprit? Pour commencer une peinture, souvent, je vais avoir soit une photo ou un souvenir d'une scène. OK. Puis je vais commencer à faire le dessin de la peinture. Mais avec un crayon? Avec un crayon ou quelque chose. Puis crayon à cire, comme de raison, pour que ça prenne. Puis après ça, là, je pense plus à ce que j'ai fait. J'essaie de juste peindre très rapidement, parce que la cire d'abeille est particulière. On fond une couche dans l'autre couche. Alors, puis souvent, les peintures vont avoir une vingtaine de couches. Oh. Alors, on met une couche, on le fond une dans la précédente. OK. Alors, ils vont se mélanger un dans l'autre. Alors, c'est ça le plaisir de la peinture en caustique. C'est pas figé, en fait. Ça fige, oui, quand tu le fais fondre, puis après ça, c'est figé. Mais en fondant un dans l'autre, les couleurs se mélangent, les couches se mélangent. Et alors, il y a des effets qui sont assez spéciaux, puis tu vois une couche sous l'autre. Et souvent, on gratte, on enlève, on travaille sans que l'image se détruise quand on traite? Bien, c'est ça l'idée, c'est de voir un peu les couches un par-dessus l'autre. Alors, c'est une peinture à l'huile, c'est de la peinture sur un papier. Oui. Puis la sculpture, c'est tridimensionnel. Mais une peinture en caustique, c'est plusieurs couches. Puis en grattant, on fait de la texture, puis des dimensions. Alors c'est ça qu'on essaye de faire. Alors, on met les couleurs, on pense pas trop à quoi on fait. Puis la peinture, quand on le fait fondre, ça change, ça grouille, ça s'intègre un dans l'autre. Alors, il faut vraiment dialoguer avec la peinture pour voir où elle t'amène. Puis pour la faire sécher, vous devez utiliser quelque chose parce que ça prend du temps à sécher, la cire d'abeille? Si tu prends trop de temps entre le temps que tu sors ton pinceau puis tu le mets sur la toile, elle est déjà sèche. Wow. Alors, c'est pas une question de sécher, c'est une question de rapidité, peut-être? Bien, c'est pas qu'elle durcisse. Puis, après ça, une fois qu'on l'a sur la toile, on le fait fondre, elle s'intègre, on en met un autre, on enlève un peu. Alors, c'est ça le processus. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on en parlait avant l'émission. C'est une toile qu'on peut pas amener, dépendamment de la température qu'il fait un peu partout. Dessous du soleil, elle va fondre, non? Oui? On le met pas au soleil parce que les pigments sont sensibles au soleil. Alors, comme toute peinture, on le met pas au soleil. Mais durant le transport, disons qu'on achèterait une toile, puis on le met dans notre voiture au mois de juillet, puis on revient plus tard, c'est fondu. Alors, parce que ça fond à 160, alors... Ou s'il fait très froid, bien là, le froid peut le rendre fragile. Mais alors, c'est un peu plus particulier, mais quand tu es dans une maison,
très urbaine. Donc, dans une maison où il n'y a pas tellement de lumière qui entre, on va dire. Bien, comme toute autre peinture. C'est pas plus fragile qu'une autre peinture. Mais juste en général, on ne met jamais une peinture au soleil. D'accord. Parce que les pigments tu vas perdre la couleur avec le temps. C'est très vrai. Hein? Ouais. Puis tout ça, vous allez en parler lors d'une exposition au MIFO. Hein? Oui, oui. C'est votre première au MIFO, votre exposition? Oui, c'est ma première au MIFO. Je suis au MIFO du 2 avril au 29 avril. Alors, du 2 avril? Oui, ça fait déjà une semaine. Oh, c'est déjà commencé. OK. Ouais. Ouais. Et puis, c'est combien d'œuvres que vous allez présenter avec eux là-bas? Il y en a 16. Wow. Ouais. Vous serez là à chaque fois pour expliquer au monde comment ça se passe? Non, je pense que j'ai une après-midi que je vais être invitée. Je sais pas. Pour expliquer un peu comment ça va se passer? Oui. Mais autre que ça, c'est à la galerie. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne chance. On espère vous revoir pour avoir d'autres œuvres que vous allez nous présenter, pourquoi pas. Merci. Alors, vous à la maison, si vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir la peinture encaustique, www.mifo.ca. Il y a une super exposition qui vous y attend là-bas. Après la pause, on va découvrir la mosaïque humaine. Si vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus, on en parle juste après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais je ne trouve jamais les bons mots. Car j'ai tant de choses à dire, mais elles vont détruire ton ego. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi que je peux aimer. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi qui me fait triper. Oh, y'a pas juste toi. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Et on en parle tout de suite avec le psychologue Alex Saraf. Ça fait rire déjà de voir quelque chose dans le genre. Hein? Oui, je suis psychopédagogue de formation, professeur de psychologie au Cégep de Saint-Laurent. C'est ça, le sous-titre, c'est « La vie est belle et simple ». Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Puis le titre, c'est « La psychologie pour apprécier l'humain », publié chez Béliveau Éditeur. C'est votre premier livre? C'est mon premier livre. Il a été publié en septembre 2017. OK. Et pourquoi vous avez pensé à faire un livre dans ce genre? C'est que j'avais pris beaucoup de formations avec psychologues, sexologues, psychanalystes, etc. Puis je voulais partager le fruit intellectuel de mes connaissances pratiques et théoriques. Okay. Donc, je voulais que ce soit un livre de vulgarisation écrit dans un langage simple qui peut être accessible à monsieur, madame, tout le monde. Okay. Ça peut être pour les parents, pour les enseignants, pour les adolescents, etc. Donc, ça part de 12 chapitres, donc plusieurs thèmes. Il y en a plus d'une vingtaine, les thèmes. C'est à ça que je me suis dit, OK, il touche à ça. Il y en a beaucoup. Il y a la santé mentale, la psychopathologie, l'adolescence, la santé sexuelle, la santé amoureuse, l'amour et le deuil, les relations interpersonnelles, la dynamique de groupe. Il y a 2 chapitres sur la pédagogie collégiale, puis la violence dans les relations. Dans le fond, on reste vraiment focus sur l'humain. Sur l'humain. Que la vie est belle et simple. Ce sont les gens parfois qui nous rendent la vie compliquée et parfois on se le complique nous autres, la vie aussi. La mosaïque humaine, quand vous parlez de mosaïque humaine, comment vous la définissez? Mais la mosaïque humaine, c'est ce que je dis à mes étudiants. La mosaïque humaine, c'est que chaque personne est unique.
Ça veut dire que chaque personne a son style de personnalité, son tempérament, son caractère, son ego, c'est-à-dire son moi, ses qualités, ses points à améliorer. Donc, chaque personne est spéciale, est unique en son genre et beau en son genre. Et beau en son genre. Ouais. On a parlé de quoi? De santé mentale. Oui. On a parlé de... j'ai relevé plusieurs thèmes, en tout cas certains thèmes. Oui. On a parlé déjà de l'empathie. C'est un, c'est un thème que vous traitez dans ce livre. Oui. Et j'ai lu quelque chose. Pourquoi je l'ai retenu? Parce que je pense le jeudi soir, j'ai écouté quelque chose sur l'empathie. Et puis, ça a l'air que l'empathie, en fait, quand tu en abuses trop, en fait, tu donnes la permission à d'autres personnes de te piétiner quelque part. Hein. Mais il faut toujours trouver un juste milieu. Moi, je pense que tout le monde devrait avoir de l'empathie. L'empathie, c'est un mode de traitement cognitif, c'est-à-dire intellectuel, qui se passe dans la tête, où je suis capable de me mettre à la place de l'autre et je me mets à sa place, je peux comprendre ce que l'autre ressent, pense etc. Donc, je me mets dans ses souliers quelques instants. C'est sûr qu'il y a une différence entre l'empathie puis il y a une différence entre la sympathie. La sympathie, c'est de la synchronisation. Synchronisation, c'est-à-dire que ça me touche. Ça vient me chercher. Quelqu'un est triste, mon ami est triste, puis je deviens triste. Mon ami pleure et je pleure. Donc, il y a aussi la compassion. La compassion, ça vient du le fait d'aider puis d'avoir, en fin de compte, de poser un geste. De prendre sur nous-mêmes, mais aussi de faire un geste concret. Donc, il y a le stress de compassion, les psychologues le vivent. C'est que c'était dans l'émission Une petite pilule, une petite granule qui a passé. Il disait que le stress de compassion existe depuis quelques années. C'est un nouveau terme scientifique. C'est pour les psychologues cliniciens qui le ressentent pendant, avant ou après les séances de psychothérapie. Et il y a aussi, on peut appeler ça aussi l'usure de compassion. Puis, en fin de compte, l'épuisement de compassion, c'est les aidants naturels et les parents qui le vivent quand ils prennent soin d'un parent qui est malade. Par exemple, qui a un problème de santé mentale ou une maladie physique, en fin de compte. Donc, puis sinon, bien, le caring aussi qui est important dans nos relations, surtout dans nos relations de couple. Donc, je pense que c'est bon d'avoir l'empathie, mais c'est sûr qu'il faut aussi ne pas que ça nous atteigne, se protéger aussi, ne pas prendre ça sur nos épaules, parce qu'on est tous humains, hein? Donc, on peut se donner aussi du temps pour soi et de dire, là, j'ai besoin du temps pour moi. Je ne peux pas... Tu sais, les psychologues, ce sont des grands rêveurs, hein, qui voudraient sauver tout le monde, qui voudraient aider tout le monde, comme les infirmiers et les infirmières, qui voudraient les psychologues voudraient rayer toute la souffrance cliniquement significative puis la détresse psychologique. Mais ça, je pense que c'est normalement, c'est typique à l'humain de vouloir faire quelque chose, de vouloir aider. Fait que souvent, on n'arrive pas à se mettre des barrières dans qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et la majeure partie du temps, on tombe toujours dans le négatif, dans le genre, j'ai pas trop fait. On commence toujours à penser négativement. Oui, c'est ça, parce que il y a des choses qui nous appartiennent, puis des choses qui nous appartiennent pas. Puis il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Ça, on le sait pas. On sait pas, mais c'est parce qu'on pense qu'on peut tout contrôler, qu'on voudrait tout contrôler en fin de compte, mais on peut pas. Donc, tu sais, on est des humains aussi, hein. Donc, je pense que l'individu doit se connaître aussi. Connais-toi toi-même. Donc, il doit connaître comment il est en interaction avec les autres, comment il interagit, comment il ressent, par rapport à ses émotions, ses sentiments par rapport aux autres, ses relations interpersonnelles aussi qui sont importantes. Alors, se connaître, comme j'avais mentionné tantôt, comment est-ce qu'un individu qui est un peu parti, un peu partout, là, comment il arrive à se centrer sur eux-mêmes et apprendre à se dire, OK, j'ai ce genre d'émotion quand je suis face à cette situation. Comment on arrive à mieux se connaître parce que... Ben moi, je pense que chaque être humain devrait faire de l'introspection, qui est une réflexion personnelle. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Non. Hein? On va toujours penser négatif. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on va toujours aller négatif. Mais le négatif, moi, j'avais pris, en fin de compte, une formation, c'était une conférence, un atelier, avec une neuropsychologue qui avait dit que le cerveau est préprogrammé de façon neurobiologique, neurobiologique, d'être axé, de se pencher sur les aspects négatifs. Donc, il faut déprogrammer notre cerveau parce que tout ce qu'on entend, par exemple, les gens qui se sont séparés après plusieurs années,
ils parlent toujours mal de leur ex. C'est toujours du négatif. Ils disent pas comment ça a été bien les premières fois qu'ils se sont rencontrés. Non. Donc, c'est toujours... Il m'a fait. Je lui ai pardonné. Il a dit ça, il a fait ça, etc. Donc, je pense que c'est vrai. Donc, il faut vraiment déprogrammer le cerveau. Et c'est ça la créativité, le processus créateur aussi, et la psychologie positive, dont j'en parle dans mon livre. La psychologie positive, c'est de prendre le négatif et de le tourner en positif. Mon Dieu, ça, c'est de la pure magie. Hein? C'est difficile, c'est ça. difficile, mais de dire, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est arrivé, c'est quelque chose qui est une expérience et un événement qui est douloureux, embarrassant, traumatisant. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Comment je peux y penser? Je réfléchis à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour que ça n'arrive pas? Et de prendre cette expérience négative-là, puis de tourner en positif. Par exemple, le deuil. Quand les gens se sont séparés, on voit toujours ça comme un échec amoureux. En fin de compte, on voit ça comme un échec. La vie est terminée. La vie est terminée, les gens pleurent. Je comprends cette souffrance-là aussi. Mais parfois, là, on peut se rendre compte aussi que mieux vaut être seul que mal accompagné, hein? Ça, c'est vrai. Puis c'est pas si grave que ça, d'être tout seul, que d'être avec la mauvaise personne, où il y a de la violence, où il y a de l'infidélité, où les gens s'entendent pas bien, où ça fit pas, hein? Ça correspond pas. OK. Je vais vous garder avec mon valet à la pause. Oui, bien sûr. Alors, donc, à notre retour, on va continuer de parler de la psychologie pour apprécier l'humain. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le portier est un sinicure. L'occasionnel mesure de censure. Y a pas que là aux enchères, c'est Pigalle sous couvert. C'est tout le gratin de Paris qui célèbre les muses de Sally, des tortilles ou des roses, des soirées qu'on arrose. C'est la nouvelle chaque soir à la coquette De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de psychologie pour apprendre à connaître l'humain. Et puis avant la pause, on parlait de deuil amoureux, de deuil en général. Puis vous étiez en train de parler un peu de ça plus profondément. Oui, c'est ça. Bien, un deuil, en fin de compte, c'est quand il y a une perte significative, la personne ressent cette perte-là et rentre automatiquement dans un processus de deuil. Parce qu'un deuil, c'est un renoncement. Avant, on disait qu'un deuil, c'est une durée d'1 an. Et maintenant, on dit qu'un deuil, c'est environ 18 à 24 mois. Ce sont les psychologues auprès des endeuillés, les chercheurs, les auteurs et aussi les thanatologues, les spécialistes de la mort et du deuil, qui disaient que c'est 1 an et demi à 2 ans. Donc, il y a plusieurs étapes du deuil. Il y en a plusieurs auteurs qui en ont parlé, Parks, Constance Lamarche et surtout Elizabeth Kubler-Ross, qui a parlé de 6 étapes du deuil. Le choc, la colère, la dépression, le marchandage. L'acceptation? L'acceptation, c'est la fin. Je pense que c'est tout ce que j'ai retenu. L'acceptation et le déni, c'est ça. Donc, colère, déni, choc. En tout cas, il y a la 6. Ça peut être en ordre puis en désordre, là, mais l'acceptation, c'est vers la fin. Donc, au début, c'est un choc. On parle de deuil amoureux, mais il y a aussi des deuils quand on va immigrer dans un autre pays. Donc, c'est le choc culturel, puis il faut accepter ça aussi. Donc, le deuil, en fin de compte, un deuil, c'est un renoncement. Donc, on a
tous les symptômes comme si c'était une dépression clinique, mais c'est pas une dépression clinique. Ça veut dire qu'il faut pas prendre des antidépresseurs quand on est en deuil. C'est normal de pleurer, d'avoir ces tristesses-là pendant la dépression. Le stade de la dépression de Elizabeth Kubler-Ross, qui est une psychiatre américaine. Donc, c'est ça, un deuil amoureux. Mais ça dépend aussi... Un deuil, c'est quelque chose qui est personnel. Oui, Donc, dépendamment de la personne, hein, comment on peut le ressentir. Comment elle réagit avec son style de personnalité, avec son expérience de vie, son bagage aussi. Combien d'années, hein? Si on était 1 an ou si on était 10 ans, ça varie aussi. C'est très vrai. C'est quelqu'un qui a perdu, mettons, son mari qui est décédé après 30 ans, le deuil peut être de 2-3 ans aussi, là. Donc, ouais. On essaie de comprendre le monde, là. Puis en même temps, on parle de deuil. Oui. Il y en a qui tombent, pas forcément dans le deuil, on va un peu sortir du deuil, mais je parle plutôt de la dépendance affective. Oui, la dépendance affective. Quand on parle de dépendance affective dans notre communauté et tout, on pense tout de suite à une relation amoureuse. Ouais. Mais je vois ça beaucoup plus loin. Ça peut être avec un parent, un ami. Mais je pense que les gens qui ont de la dépendance affective auraient plus tendance à être dépendants probablement dans leur relation. Avec les amis, les membres de la famille. Parce que moi, la façon que je définis la dépendance affective dans mon livre, c'est le fait d'être en amour avec l'amour. Donc, ce sont les gens, en fin de compte, c'est ça, c'est qu'ils sont en amour avec l'amour, l'idée d'être en amour. Donc, la dépendance affective, en fin de compte, c'est que il faut que ça soit une union pour une relation amoureuse. Tandis que les dépendants affectifs vivent une fusion. Donc, c'est symbiotique. 1 plus 1 égale 1. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Parce que Jacques Salomé, le psychosociologue français, très connu, puis aussi, en fin de compte, Yvon Dallaire, qui est psychologue clinicien, qui a écrit la préface de mon livre, ils disent qu'il y a 3 personnes dans un couple. Moi, l'autre et le couple. Donc, il y a 3 individus. Je trouve que je prenne soin de moi, de l'autre, et du couple, là, la communication, etc. Donc, la dépendance affective, c'est un critère, c'est quand il n'y a pas de santé amoureuse, là. Donc, les gens qui sont dépendants affectifs vont accepter de la violence dans les relations. Violence verbale, physique, psychologique, etc. Ils vont vouloir toujours être avec la personne. Parce que quand ils sont avec la personne... Ils se sentent en sécurité. Ils se sentent en sécurité, puis une grande euphorie, une grande joie extrême. Mais quand ils ne sont pas avec la personne, ils ressentent un grand vide. Donc, il faut toujours qu'elle soit avec l'autre. C'est comme manger du McDo à chaque jour. C'est pas de la nourriture affective, là. C'est pas de la bonne nourriture, mais il faut toujours que la personne soit ça, avec l'autre. Puis je pense qu'il y a 2 théories. En fin de compte, moi, d'après ce que je sais, c'est qu'il y a une sexologue qui m'avait dit ça, que selon elle, il y aurait comme 2... Pourquoi des gens deviendraient dépendants affectifs? Ça viendrait de leur enfance. Soit que tu as eu trop d'amour et tu cherches trop d'amour, beaucoup d'amour, parce que tu as eu beaucoup d'amour, parce qu'on va dans ce qu'on cherche, là, dans le connu. Exactement. Ou soit qu'il y a eu une carence affective, ça veut dire un manque d'amour, là. Donc, ça vient de l'enfance. C'est sûr, donc ils peuvent être aussi dépendants dans leur relation. C'est sûr que s'ils sont dépendants envers la blonde ou le chum, mais ça peut être aussi avec les amis parce qu'ils ne voudraient pas être seuls, parce qu'ils sont des individus qui ont de la difficulté à vivre seuls. Puis un exemple de la dépendance affective, c'est rester dans une relation amoureuse qui ne nous convient pas, par peur de rester seul. Et ça, c'est vraiment le miroir qu'on voit tout le temps. Et on voit toujours ça. Là, on en connaît, hein? Dans notre entourage, elle reste avec lui. Ça fait 15 ans, il y a eu de la violence physique, mais il est resté. Ou il la trompe, ça fait 2 fois ou 3 fois, puis il est resté. C'est ce que je veux dire. Comme je le dis tout le temps, apprenez... il faut d'abord prendre soin de nous. Oui. Puis ça, je l'ai appris aujourd'hui avec vous. Donc, dans une relation, il y a moi, il y a la personne et il y a le couple. Donc, on est 3 à faire on est 3. Il y a 3 individus dans le couple. Et quel est le chapitre qui vous a donné beaucoup plus de travail, demandé beaucoup plus de travail? Le plus de travail, c'était le chapitre sur la santé mentale et la psychopathologie. Parce qu'il fallait toujours vérifier les termes, la terminologie. Pour les troubles, pour les diagnostics. Donc, il fallait que ce soit comme à jour. C'est le plus qui était à remanier.
pour la correction, pour la révision aussi, pour l'éditeur et pour moi aussi. Donc, c'était ça le chapitre qui était le plus difficile. Et pour vous, qu'est-ce qui est ressorti? Ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme un petit récapitulatif de ce chapitre, la santé mentale? La santé mentale, c'est que la santé mentale, c'est un équilibre biopsychosocial. Bon. Donc, il n'y a pas trop de tension, qu'il n'y a pas de souffrance cliniquement significative, de détresse psychologique, puis qu'il y a absence de troubles de santé mentale. Puis je parle aussi du DSM-5, donc j'ai parlé des diagnostics qu'on met parfois dans le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Là. Donc c'était quand même le chapitre qui était le plus lourd, en fin de compte. Parce qu'il y avait beaucoup de données à partager aussi. Oui, c'est ça. Mais puis facile à lire. Hein? Facile à lire quand même. Facile à lire quand même. Donc, mettons, pour les borderline, en tout cas, etc. Là, donc, il fallait vraiment vérifier tout ça, le revérifier. Il nous reste juste une minute. Oui. Vous voulez lire quelque chose, là? Vous voulez partager quelque chose avec nous? Oui, mais moi, je pourrais, en fin de compte, lire pour quelques secondes, mais j'aime beaucoup il y a la préface, l'avant-propos. Donc, j'aimerais lire l'avant-propos. OK, il nous reste 45 secondes, bon. On peut y aller. Cet ouvrage rend hommage aux chercheurs, aux auteurs, aux professionnels du milieu professoral et non professoral, aux spécialistes et aux techniciens tels que les psychologues et les sexologues qui partagent avec nous de façon généreuse leur savoir dans les écrits dans le cadre des conférences, séminaires, ateliers haute formation. Cet essai expose, entre autres, l'état des connaissances théoriques et pratiques en ce qui concerne les thématiques de psychologie enseignée au collégial. Ce livre met fin à un beau parcours de projets rempli de motivation écrivaine, d'efforts intellectuels, de recension des écrits, de collecte d'informations formelles et informelles, de réflexions professionnelles et personnelles, ainsi que de désir et d'ambivalence à ce qu'il soit publié. Il s'agit d'une belle trajectoire d'écrivain que j'ai aimé traverser. Avec la publication de ce livre, je souhaite de tout cœur pouvoir passer le message que la vie est belle et simple et que ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. La fin, là. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Oui. Je ne sais pas combien de secondes qu'il nous reste avant la pause, sinon j'aurais... Donc, on va aller à la pause et puis on va continuer tout de suite après la pause avec la psychologie pour apprécier lui. Mais on a beaucoup de choses à vous dire. Restez connectés, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si jamais un jour tu reviens vers moi, que tu te reprends et ton mort et moi, je te ferai traîner dans la poussière et t'enfournerai des pieds, tes mains pour me plaire. Si jamais un jour tu reviens d'ailleurs, ou t'as bien vu qu'il n'y a pas meilleur. Si jamais un jour tu reviens vers moi, je serai le chaos dont tu te souviendras. Sauver la guerre, ne sois plus fort, ne claque pas la porte. Faut battre sans peur, on a perdu la vie entière. Il faut que je te comprenne, que plus rien ne te retient, mais c'est la rage qui m'entraîne. Si jamais un jour tu reviens vers moi, que tu te reprends et ton mort et toi, je te ferai traîner dans la poussière et t'enfournerai des pieds, tes mains pour me plaire. Si jamais un jour tu reviens d'ailleurs, t'as bien vu qu'il n'y a pas meilleur. Si jamais un jour tu reviens vers moi, je serai le chaos dont tu te souviendras. J'avais dit tout à l'heure. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de comment apprécier l'humain avec toute sa complexité. Oui. Puis on a eu avec vous tout à l'heure pratiquement 16 minutes de petites astuces, petits conseils pour pouvoir mieux vivre notre vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque matin, on est toujours dans des défis. On sait ce qu'il faut faire, mais l'esprit part ailleurs. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pendant la journée. Hein? On parle en termes de la folle course du temps. Tu sais, on n'a jamais assez de temps de faire les choses en 12 heures, 14 heures là, par jour. Là. Donc, il y a toujours le travail qui prend beaucoup de place aussi, la famille, les amis, etc. Donc, il faut aussi avoir un bel équilibre, je pense, entre la vie
personnelle, professionnelle, amoureuse, amicale, estudiantine. Mais il ne faut pas non plus se donner la mission d'être superwoman ou superman. Tu sais, on est tous des humains, hein? Donc, on n'aime pas échouer, surtout quand tu es rendu souvent à un certain niveau, on se donne trop de pression. Oui, c'est sûr, parce que n'oublie pas que quand on vit un échec, mais ça joue sur l'estime de soi. Donc, qui est une opinion personnelle positive ou négative par rapport à ses compétences dans plusieurs sphères. Donc, ça peut être la sphère amoureuse, sexuelle, amicale, professionnelle. Puis ça, c'est le syndrome du A+, qu'à l'Université de Montréal, on parlait. La personne veut être perfectionniste, en fin de compte, peut avoir A+, partout dans toutes ses notes au bac, mettons, ou à la maîtrise. Là. Donc, c'est beaucoup de... Alexander Pope avait dit « L'erreur est humaine ». Puis les psychologues humanistes disent « Ce n'est pas parce qu'on a fait une erreur qu'on est une erreur ». Donc, il ne faut pas que ça joue sur notre estime de soi. Mais n'oublie pas aussi que le concept de soi, puis le concept de soi, c'est un aspect de l'estime de soi. Comment on le construit, en fin de compte, avec les compliments qu'on reçoit, ça nous valorise, puis on augmente notre estime de soi. Mais quand on vit des expériences douloureuses, bien, ça diminue notre estime de soi. J'ai entendu dire, et ça, on va en parler vers la fin de notre entrevue, les coachs de vie, là. Oui. J'ai écouté une vidéo où la dame disait, en fait, que ton estime de soi, c'est vraiment la partie où l'homme veut vraiment être apprécié, veut être aimé. Mais en fait, tu ne dois pas dépendre des personnes qui t'entourent. Il faut que tu apprennes à te remplir toi-même, comme remplir ton vase d'abord. Et puis... Oui, parce qu'il faut que tu t'aimes toi-même avant d'aimer les autres, puis il faut que ça vienne de toi. Mais c'est sûr que c'est en lien avec les autres. Oui. Mais c'est pour ça que je pose la question, parce que j'ai pas tellement compris. Oui, on veut bâtir une estime de soi, mais ça va comme c'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant, c'est que l'estime de soi, il faut le favoriser auprès de nos enfants dès qu'ils sont dans le berceau, là. Donc, le sourire que la mère donne à l'enfant, fait à l'enfant, ça augmente son estime de soi. Quand je dis à mes étudiants « excellent, bravo », ça augmente l'estime de soi. Il faut féliciter, il faut dédramatiser les échecs et valoriser les succès. Donc, il faut se voir aussi l'estime de soi a plusieurs composantes. Puis une des composantes aussi, c'est la confiance en soi. Le concept de soi et la connaissance de soi. Donc, quand je me connais, je prends confiance en moi aussi, puis j'augmente mon estime de soi. Puis ça se développe, en fin de compte, au fur et à mesure. Tu sais, puis dire, c'est quoi mes qualités? Qu'est-ce que j'ai fait de bon aujourd'hui? Pas juste qu'est-ce que j'ai fait de mal. Parce que ça joue aussi par rapport aux autres. Parce que, par exemple, dans notre milieu professionnel, au niveau de notre travail, quand on fait bien notre job, quand ça va super bien, on nous le dit pas. Mais quand on a fait une erreur, on va nous le dire. On tape dessus. Et bizarrement, c'est tellement bizarre. J'en parlais avec ma cousine et puis elle était vraiment en train de se plaindre. Quand je fais tout bien, mais personne ne me dit félicitations. Mais quand tout va mal, c'était comme oh, c'est toi qui as tout fait. Puis il y a plein de choses positives. Puis on dit il y a deux choses négatives. Donc focus sur le négatif, pas le positif, le 80% qui est positif. Puis souvent, c'est bien d'apprendre à ne pas le prendre personnel. On va le faut dire. pas le prendre Parce que si tu te connais, la façon que moi je le vois, moi je dis OK, qu'est-ce qui m'appartient puis qu'est-ce qui m'appartient pas? Qu'est-ce que moi je pourrais changer puis qu'est-ce que moi je ne pourrais pas changer? Par exemple, moi je peux changer ma façon de parler, de comporter, tu comprends? Si ça cause des ennuis chez l'autre. Mais moi je suis responsable de moi, je suis pas responsable de la perception des autres de moi. Comment les autres me voient. Puis on peut pas être aimé par tout le monde, hein? Donc ça, il faut le savoir. Ça, il faut le savoir parce que les deux grandes croyances irrationnelles, dysfonctionnelles, biaisées, que les psychologues disent qu'il y en a deux grandes croyances biaisées, il faut que je sois parfait ou parfaite. On ne peut pas être parfait. Puis il faut que tout le monde m'aime. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Dans un groupe, il y a un tiers qui nous aime, un tiers qui ne nous aime pas, puis un tiers qui est neutre. Ça, c'est très intéressant à savoir. Je vais aller directement à un autre thème, parce qu'on essaie de revisiter tout le livre. Il y a le thème qui parle de la vie, en 2 points, peau de pétale de fleurs. Qu'est-ce que c'est? Je comprends tous les autres thèmes, mais celui-là, il est un peu comme... Oui, mais c'est une métaphore que moi, j'avais écrite, c'est que le pot de pétale de fleurs, premièrement, il y a la base. Quand on met le pot de pétale de fleurs, il y a la base. La base, c'est en fin de compte l'enfance, qui doit être solide. D'accord. OK? Puis on a le pot de pétale de fleurs, bien, en fin de compte, les graines qu'on sème, en fin de compte, là, c'est l'adolescence. Il faut que ce soit un bon fondement, en fin de compte. Puis en fin de compte, qu'est-ce qui va fleurir? La fleur qui va fleurir, c'est ce qu'on appelle, dans le livre de Kathleen Strassenberger, Psychologie du développement, la fleur de l'âge.
ça c'est la première édition du livre, là. Psychologie du développement de Kathleen Steinberger, c'est la fleur de l'âge, c'est la vingtaine puis la trentaine. On dit que les gens fleurissent. La fleur de l'âge. La fleur de l'âge. Puis, n'oublie pas qu'il y a aussi des renoncements, puis il y a des deuils, puis les pétales de fleurs vont mourir aussi. C'est chaque fois qu'il y a un... Et puis, il faut prendre soin de sa santé physique et mentale. Puis, en fin de compte, il faut mettre de l'eau dans notre peau pour que ça fleurisse plus. Et c'est quoi de l'eau à notre temps, là? De l'eau, en fin de compte, ce sont les bons ingrédients, mettons... la bonne humeur. La bonne humeur, en fin de compte, le sens de l'humour, pour avoir... Ça dépend aussi de quel type de santé dont on veut en prendre soin. Si on veut en prendre soin de sa santé mentale, ben c'est différent que si c'était la santé amoureuse. Mettons, la santé amoureuse, la bonne communication, le partage, des activités récréatives, le fait de s'écouter dans les deux sens du terme, là, on s'entend, puis on entend ce que l'autre a à dire aussi. Donc ça, c'est la santé amoureuse, puis pas de dépendance affective, pas d'infidélité, etc. Puis ici, c'est la santé mentale, ben en fin de compte, d'être dans le moment présent, en fin de compte, puis de ne pas avoir le moins de souffrance possible. Puis il y a aussi la santé sexuelle, donc j'en parle dans mon livre, là. Donc connaître son corps, connaître le corps de l'autre. OK. C'est bon, j'arrête. Non. Il nous reste juste 45 secondes, mais quand on parle... c'est super important pour les couples qui nous regardent, santé sexuelle, parce que si on ne se connaît pas, on ne peut pas... Ben oui, parce que la santé mentale, la santé, tu sais, il y a les 3 types de santé dont j'en parle dans mon livre, parce qu'un couple doit se connaître aussi à tous les niveaux, hein, pour avoir un bel épanouissement. Donc, c'est-à-dire connaître ce que l'autre aime, ce que moi aussi j'aime. C'est quoi? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui plaît à l'autre? Comment on s'entend bien? Est-ce que c'est une belle union, en fin de compte, entre deux individus qui se sont choisis? D'accord, qui se sont choisis en connaissance de cause. En connaissance de cause. Et ensuite, ils verront en temps et lieu, au fur et à mesure que les années avancent. D'accord. Alors, je vous garde encore avec moi pour une autre petite pause. Parfait. Bon? Okay. Ça fait juste après la pause, on va vous donner quelques petites astuces pour avoir une bonne santé mentale. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protège. Merci! Cette semaine, on reçoit M. Guy Thibodeau qui va nous conter ce qu'on peut faire avec 3 poils de loup. Fait que c'est le père qui vous dit, vous passerez faire un tour. Bien que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Marianne Côté lors de son passage à Contact Ontario. On parle de spectacle et de son univers musical. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. De l'auteur Alex Saraf, qui est psychopédagogue. Et avant la pause, on parlait des couples. Oui. De la santé sexuelle, amoureuse et toutes ces affaires-là. Oui. Donc, les couples, en fin de compte, on dit qu'un couple sur 2 se sépare. Puis Jacques Salomé l'avait dit, pas parce qu'ils ne s'aiment pas, parce qu'ils ne communiquent pas. Donc, il y a plusieurs types de communication. La communication verbale, la communication non verbale, la communication sexuelle, la séduction, puis en fin de compte, la communication électronique. Hein? Okay. Les textos, les sextos, etc. Là. Donc, c'est tout ça. Mais c'est ça, les couples, en fin de compte,
un couple sur deux se sépare, mais en fin de compte, il faut prendre soin de son couple. Là. On dit que la passion, ça dure environ 3 ans. C'est le film puis le livre, l'amour dure 3 ans. C'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est la passion qui dure 3 ans. Il faut toujours raviver la passion puis savoir pourquoi on a choisi l'autre, pourquoi on veut rester ou pourquoi on veut quitter. Merci beaucoup d'être venu nous visiter avec ce bel ouvrage-là. Puis si vous êtes intéressé, il y a tellement de bonnes choses à découvrir dedans. Je vous invite à visiter le www, c'est les éditions Béliveau, donc www.bellivoediteur.com. C'est à ce site web-là que vous pouvez avoir ce bel ouvrage intitulé La psychologie pour apprécier l'humain. Moi, je vous vois demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Chez TV Rogers, nous savons que le bénévolat est l'un des facteurs clés qui élèvent nos collectivités. C'est pourquoi nous tenons à remercier nos nombreux bénévoles qui, par leur temps et leur talent, contribuent à élever la qualité de notre programmation communautaire. Quand des bénévoles unissent leurs efforts, le ciel est la seule limite à ce qu'ils peuvent accomplir. De nous tous ici chez TV Rogers, merci et bonne semaine de l'Action bénévole. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.